Dans cette deuxième capsule, nous étudions les dérivées des fonctions exponentielles logarithmes. Nous passons ensuite à la résolution d'équations et terminons par 3 utilisations des logarithmes. La dérivée de l'exponentielle en base a de x, c'est la limite du quotient différentiel de cette fonction en x et une autre abscisse de plus en plus proche de x, qu'on écrit ici sous la forme x plus delta x, avec delta x tendant vers 0. Les propriétés des puissances nous permettent d'écrire a exposant x plus delta x sous forme de produit a exposant x fois a exposant delta x, ce qui nous permet de mettre a exposant x en évidence et de le sortir de la limite, puisqu'il ne dépend pas de delta x. Nous observons qu'il y a un produit dont un facteur est égal à l'exponentielle en base a de x. La dérivée de la fonction exponentielle est donc proportionnelle à cette fonction. La limite restante est une constante ne dépendant que de la base a. Remarquons de plus que si x vaut 0, a exposant x est égal à 1 et que cette constante est donc la dérivée en 0. Approchons numériquement cette limite pour la base 2. Pour cela, calculons le quotient différentiel pour des valeurs de delta x de plus en plus petites. Nous observons une stabilisation des valeurs, autour de 0,6931. Et pour la base 1,5, nous pourrions refaire le même travail, mais si nous nous rappelons de la symétrie des deux graphes par rapport à l'axe des y, nous concluons logiquement que dans ce cas, elle vaut moins 0,6931. Et pour la base 3, l'exponentielle de base 3 croît partout plus vite que celle de base 2. La dérivée en 0 doit donc être supérieure à celle de base 2. De fait, dans ce cas, la suite de valeurs se stabilise vers 1,0986. Nous avons obtenu pour l'exponentielle en base 2 une constante plus petite que 1. Pour l'exponentielle en base 3, une constante plus grande que 1. Serait-il possible de trouver une base telle que la constante soit 1 et donc une fonction exponentielle égale à sa dérivée? Il faudrait pour cela que la limite vale 1 et donc que le quotient se rapproche de plus en plus de 1 pour des delta x de plus en plus petits. Isolons A dans un membre. Reprenons pour delta x des valeurs de plus en plus petites. On peut prouver rigoureusement, ce que nous ne ferons pas ici, que cette limite existe bien. Les mathématiciens la notent E. E est donc le nombre 2,71, 82, 81, etc. On trouve ce nombre dans la littérature, soit sous la forme ci-dessus, soit sous les deux formes notées ci-après, ce qui revient au même, bien sûr. Nous visualisons sur ce graphe la propriété étonnante de cette fonction. Pour chaque point, l'ordonnée est égale à la pente de la tangente en ce point. La réciproque de l'exponentielle en base e est le logarithme népérien, du nom de son auteur Népère. Utilisons les graphes pour chercher sa dérivée. Comme l'exponentielle et le logarithme sont des fonctions réciproques, leurs graphes sont symétriques par rapport à la bisectrice y égale x. Nous cherchons la dérivée au point x0, ln de x0. Le point correspondant sur le graphe de l'exponentielle est ln de x0, x0. La dérivée de l'exponentielle étant elle-même, la dérivée, soit la pente de la tangente de l'exponentielle à l'abscisse ln de x0, est l'image, soit x0. Les tangentes à ces deux points correspondants sont aussi symétriques par rapport à la bisectrice. Comme les variations des x et y sont inversées, les pentes sont inverses. Au point x0 ln de x0, la pente de la tangente au graphe de ln vaut donc 1 sur x0. Comme c'est vrai partout, nous concluons que la dérivée de la fonction logarithme népérien est 1 sur x. Pour obtenir la dérivée des fonctions logarithmes dans d'autres bases, utilisons la formule de changement de base vue précédemment. Le logarithme en base a peut s'écrire au moyen de la base e, et donc du logarithme népérien. Nous pouvons sortir ln de a de la dérivée, puisque c'est une constante, et nous obtenons comme réponse finale 1 sur x ln de a.
Terminons par la dérivée de l'exponentielle en base quelconque. Nous pourrions reprendre le raisonnement graphique fait pour le logarithme népérien, mais raisonnons cette fois algébriquement. L'exponentielle et le logarithme dans une même base étant des fonctions réciproques, leur composé donne la variable, comme lorsqu'on prend le carré de la racine carrée par exemple. Dérivons membre à membre en appliquant la formule de dérivée d'une composée au membre de gauche. Nous obtenons comme dérivée l'exponentielle multipliée par le logarithme népérien de la base. Résumons notre parcours. Nous avons établi que la dérivée de toute fonction exponentielle est proportionnelle à cette fonction. Nous avons déterminé une base pour laquelle la constante vaut 1. Nous avons cherché ensuite la dérivée de sa réciproque et nous avons utilisé le changement de base pour avoir la dérivée de toutes les fonctions logarithmes. Une deuxième utilisation de la réciproque nous a permis d'établir que la constante que nous n'avions qu'approximée au début vaut exactement le logarithme népérien de la base. Ces nouvelles fonctions se combinent avec les fonctions vues en cinquième et on utilisera les propriétés des dérivées comme précédemment. Ici, nous observons que h est une double composée, dont la dernière fonction simple appliquée est la puissance 4. Après une première application de la dérivée d'une composée, il nous reste à dériver le logarithme de 3 moins 2x pour terminer l'exercice. On complète l'exercice en cherchant le domaine de la fonction. Le logarithme ayant comme domaine R0+, nous posons la condition d'existence dont la résolution nous fournit le domaine. Maintenant que nous connaissons les graphes des fonctions exponentielles et logarithmes, adressons-nous au comportement aux extrêmes. Si a est plus grand que 1, nous avons une limite en moins l'infini qui vaut 0, tandis qu'en plus l'infini, elle vaut l'infini. Nous avons donc une asymptote horizontale, mais uniquement à gauche. Si a est plus petit que 1, l'asymptote horizontale n'est valable qu'à droite. Pour le logarithme qui n'existe que pour les positifs, nous avons une limite en 0 qui vaut plus ou moins l'infini selon a. Nous avons donc une asymptote verticale d'équation x égale à 0 que la fonction n'approche que de la droite. Il est intéressant de noter qu'une exponentielle, même de base à peine plus grande que 1, finira par dépasser n'importe quelle puissance. Nous aurons donc, si a est plus grand que 1, comme limite d'une exponentielle divisée par n'importe quelle puissance, plus l'infini. Le logarithme, lui, croît plus lentement que n'importe quelle puissance. De la même manière, nous aurons donc, si a est plus grand que 1, une limite d'un logarithme divisé par une puissance qui, elle, vaudra toujours 0. Pour les calculs de limites, on utilise parfois la règle de l'hospital pour lever des indéterminations. Si la limite de deux fonctions f et g quand x tend vers l'infini est l'infini, nous pouvons remplacer le calcul de la limite de leur quotient par celui de la limite du quotient de leur dérivée. Cela est vrai aussi si les deux fonctions tendent vers 0 et ou si x tend vers un nombre, à condition toutefois que la limite du quotient des dérivées existe. En voici un exemple. Voici quelques exemples d'équations et d'inéquations qui vont nous permettre de recenser les outils utiles. Dans ce premier exemple, l'inconnu est la base. La définition nous permet d'obtenir une équation simple et nous ne gardons que la solution compatible avec la condition d'existence. Dans ce deuxième exemple, l'usage des propriétés nous permet de nous ramener à l'égalité de deux logarithmes de même base. Cette fonction étant bijective, les variables sont égales
Et nous terminons sans oublier la condition d'existence. Les mêmes outils s'appliquent aussi aux inéquations, pour lesquelles il faut tenir compte également de la croissance de la fonction. Dans le cas d'une fonction croissante, le sens de l'inégalité ne change pas si on utilise la bijection. Pour une fonction décroissante, il ne faut pas oublier d'inverser le sens. Il est pratique d'avoir en tête la liste des outils à utiliser lorsqu'on résout des équations ou une équation exponentielle et logarithme. Pour terminer ce parcours, nous allons évoquer brièvement quelques utilisations du logarithme. Commençons par l'usage historique. Les logarithmes ont été inventés pour faciliter les calculs, entre autres en astronomie. Cette science nécessitait de nombreuses multiplications de grands nombres. Si on possède une table de logarithmes, on peut prendre le logarithme de chacun des nombres, les additionner et regarder dans la table à quel nombre correspond cette somme. On peut utiliser la table également lorsqu'on doit mettre un grand nombre à une puissance. Un deuxième usage est ce que l'on appelle l'échelle logarithmique. Lorsqu'on doit traiter d'une quantité dont les valeurs peuvent être fort différentes, par exemple les sons audibles dont les puissances varient énormément, une échelle linéaire serait difficile à manipuler. Une échelle logarithmique est plus pratique. Un troisième usage du logarithme est la modélisation de données. Par quelle fonction peut-on modéliser des données récoltées lors d'une expérience? Dans un repère simplement ou semi-logarithmique, nous avons une échelle linéaire habituelle sur l'axe des x, mais sur l'axe des y, c'est le logarithme de l'image qui est représenté. Est-ce une fonction exponentielle? Si le graphe est une droite dans un repère simplement logarithme, c'est le cas. Si nous voulons savoir si des données correspondent à une fonction du second degré, du troisième degré ou plus, c'est dans un repère doublement logarithmique que nous le voyons.